Bienvenue dans l'épisode 5 de l'Instant Truc. L'Instant Truc contre-attaque. Dans cet épisode, on va se demander si la série des Missions Impossibles au cinéma représente la meilleure franchise d'action de ces dernières années. A-t-elle influencé toutes les autres, de Fast and Furious à John Wick ? Ensuite, on refera un tour du côté des super-héros pour se demander ce qui se passerait s'ils existaient pour de vrai dans notre monde. Enfin, on terminera par notre petite recommandation culturelle. Allez, voici l'Instant Truc, épisode 5. It is pointless to resist, my son. Aziz, lumière! Si c'est un vaisseau plénipotentiaire, où est l'ambassadeur? My mom always said life was like a box of chocolates. We are the knights who say, Tell me something, my friend. You ever dance with the devil in bed in the night? Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Bienvenue à toutes et à tous donc dans ce 5e épisode de l'Instant Truc, le seul podcast qui défonce du super vilain à chaque épisode. Je suis Pascal et aujourd'hui je suis accompagné de Xavier. Bonjour tout le monde. De Monsieur Pierre. Bonjour tout le monde. Et pour la première fois, de Jérôme. Bonjour les gens. Il a dit bonjour les gens. Et on en profite aussi pour faire un énorme bisou à Mike. On va commencer notre épisode aujourd'hui par parler de Tom Cruise. Et plus exactement, de sa franchise Mission Impossible. Alors, Mission Impossible, c'est quoi ? Au départ, c'est une série télé américaine créée par un certain Bruce Geller et qui sera diffusée entre 1966 et 1978 aux États-Unis. Elle sera suivie par une seconde série intitulée Mission Impossible 20 ans après, qui, elle, sera diffusée en 1988 et 1990, toujours aux USA. La série suit les aventures d'un agent secret et de son équipe qui appartiennent à une organisation non moins secrète nommée IMF pour Impossible Mission Force. Dans la première saison, cet agent est un certain Daniel Briggs, incarné par l'acteur Stephen Hill. Mais dès la seconde saison, il sera remplacé par l'agent James Phelps, plus souvent surnommé Jim Phelps, et qui est incarné à l'écran par l'acteur Peter Graves. Et c'est ce personnage, Jim Phelps, qui deviendra l'iconique agent secret qui se fait briefer à coups de messages respectant toujours la même structure. À savoir, bonjour monsieur Phelps, votre mission, si vous l'acceptez, comme toujours, si vous ou l'un de vos agents étiez capturé ou tué, le département d'État nierait avoir eu connaissance de vos agissements. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. La série est un succès et sera même adaptée en jeu de société en 1975, et 3 jeux vidéo verront également le jour, respectivement en 1990, 1998 et 2003. C'était sur Nintendo 64. Mais, et c'est ce qui va nous intéresser ici, la série est adaptée au cinéma à partir de 1996. Le personnage de Jim Phelps, bien que présent dans le premier film, n'est plus l'agent principal, le héros. Il est remplacé par Ethan Hunt, un jeune agent joué par Tom Cruise. 3 ans plus tôt, Tom Cruise avait joué dans La Firme de Sidney Pollack, et 2 ans plus tôt dans Entretien avec un vampire de Neil Jordan. Il est donc encore au top de sa carrière, et ce quasiment depuis le début des années 80, où des films comme Risky Business puis évidemment Top Gun ont fait de lui une star internationale. Lorsque donc arrive Mission Impossible, il s'agit plus de ce qu'on appelle un film véhicule, un métrage dont le but principal est de faire briller l'acteur principal avec un scénario centré sur lui et quelques rôles de faire-valoir autour de lui. Le film est réalisé par Brian De Palma pour un budget d'environ 80 millions de dollars et rapportera 457 millions de dollars au box-office mondial. Plus qu'un succès, un carton total. Du coup, le studio commande aussitôt une suite. Brian De Palma, qui n'avait jamais envisagé autre chose qu'un film unique, refuse. Et c'est donc John Woo qui réalisera en 2000 Mission Impossible 2 avec 125 millions de dollars de budget pour un résultat de 546 millions de dollars au box-office. Suivront alors Mission Impossible 3, réalisé en 2006 par J.J. Abrams, Mission Impossible Ghost Protocol, le 4e, réalisé en 2011 par Brad Bird, Mission Impossible Rogue Nation, le 5e, réalisé en 2015 par Christopher McQuarrie. Il est à noter d'ailleurs que Christopher McQuarrie restera réalisateur pour tous les opus suivants, à savoir en 2018 Mission Impossible Fallout, le 6e, et cette année, en 2023, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, le 7e, qui devrait donc être suivi en 2024 par Mission Impossible Dead Reckoning partie 2, qui sera le 8e et normalement dernier épisode de la franchise. Chaque film déjà sorti a rapporté au box-office 2 à 3 fois plus que son budget initial. Depuis la sortie et le très gros succès du premier film, d'autres franchises ont essayé de surfer sur la même vague. Il y a eu les Fast and Furious, la franchise véhicule littéralement de Vin Diesel. Les Fast and Furious, c'est 10 films entre 2001 et 2023. Il y a aussi la série des Jason Bourne, la franchise faite pour Matt Damon, 5 films entre 2002 et 2016, mais aussi les John Wick avec Keanu Reeves, 4 films entre 2014 et 2023, et bien sûr les James Bond, bien plus anciens que les Missions Impossibles, mais dont la dernière incarnation avec l'acteur Daniel Craig, 5 films entre 2006 et 2021, semble s'inspirer du rythme des films de Tom Cruise. On pourrait également ajouter la tentative de franchise Triple X avec encore Vin Diesel, qui ne connaîtra que 3 films entre 2002 et 2017, dont 2 seulement avec Vin Diesel.
Diesel. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de Mission Impossible ? J'aime beaucoup la série et la télé. J'aime beaucoup la série et la télé. Tu l'as regardé Ah, mais en fait... jeune ? Ah oui, j'ai regardé jeune. J'ai pas pu regarder forcément quand ça sortait. Oui, ça a été des rediffusions, mais j'ai tout de suite accroché, ne serait-ce que par la musique. Enfin, Lalo Schifrin, ça a tout de suite été le point d'accroche parce que ça fait tout. Enfin, ça vous emporte. Et après, enfin, le format 45 minutes avec des masques en latex, des rebondissements, des décors qui font somme toute très kitsch. Je suis vraiment tout de suite rentré dedans, quoi. Après les films, quand j'ai su que ça sortait au cinéma et que je suis allé le voir, je m'attendais forcément à retrouver des références de la série. Donc il y a en partie la musique, il y a en partie les masques en latex, il y a en partie les mèches qu'on allume et qui amènent à une explosion. Mais ça se dilue avec le temps. Là maintenant, les films qui sortent pour moi n'ont vraiment plus rien à voir avec la série télé. Pierre ? Alors, je dirais comme Monsieur Xavier, c'est-à-dire que la série à la télévision diffusée sur une chaîne qui n'existe plus, qui s'appelait La 5, où en effet, des formats courts, etc. Il faut savoir aussi que la série existe. Je ne connais pas l'historique de la série, savoir si c'est de la création pure, si c'est une adaptation de roman, mais ça surfe aussi sur la vague de James Bond, hein. Années 60, espionnage, etc. Donc ça veut... Sauf que James Bond, c'est un héros qui est... c'est un personnage qui est seul. Là, ça se veut d'entrée une série d'équipe. Oui, une série avec... Je veux dire, le contexte espionnage... Puis on est en plein contexte guerre froide et compagnie, donc voilà. Oui. Après les films, moi j'aimais bien les premiers parce que l'originalité c'est que t'avais un réalisateur et pas que des manchots. Brian De Palma, c'est un grand réalisateur, John Woo, et chacun avait apporté son style. Il y a une différence de style entre le 2 et le premier. J.J. Abrams, qui a été pour moi son premier film que je connaissais de lui, c'est autre chose. Quelqu'un qui venait de la télévision, il a accès au cinéma, c'est très bien. Et après, ce sont des bons films d'action. Sauf que tu sens, déjà c'est le même réalisateur, c'est produit par Tom Cruise, c'est l'empreinte de Tom Cruise pour des films à la gloire de Tom Cruise. C'est très bien, les derniers sont bien, il est pas réaliste du tout parce que si nous-mêmes on essaye de faire un tiers des cascades, on l'a dos cassé en deux, lui impeccable, il a peint un bleu, tout ça. Mais scientologue. Oui, voilà. Non, peut-être aussi. ça aide d'être scientologue. Enfin, moi, je suis à deux doigts de devenir scientologue parce que, vu comment ma prostate évolue, je pense que je vais devenir scientologue. En fait, on pourrait dire que ces films-là, mais c'est pas typique à Mission Impossible, c'est un peu vrai pour tous les films d'action, c'est déjà des films de super-héros, en fait. C'est-à-dire que ce que subissent les personnages, aucun être humain normal ne le supporterait. Mais dans ce cas-là, il y a des films de super-héros depuis Ben-Hur, c'est un film de super-héros. Les James Bond, c'est des films de super-héros. Tous les films de guerre des années 60, c'est des films de super-héros. C'est du cinéma. Donc il y a forcément de l'excès, un dépassement de la réalité pour divertir le spectateur et le sortir de son quotidien. Pierre ? Mais tu disais, on parlait de Bond là il y a quelques minutes. Autant à un moment, Mission Impossible a mis la barre haute par rapport à Bond dans les scènes d'action, etc. Mais son personnage ne subit jamais rien, à part dans le 3 où il est un peu torturé face à sa copine, etc. Après, j'ai pas d'autres souvenirs dans les autres films. Bond, justement, depuis l'apparition, l'arc avec Daniel Craig et le fameux arc Skyfall, Spectre et le dernier, tu te rends compte qu'il est pas invulnérable. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis, il en prend plein la tronche. Et contrairement à avant, où pareil, il s'en sortait facilement. Et je trouve que peut-être que là, les producteurs de Bond ont saisi le créneau par rapport à Mission Impossible en disant, voilà, notre héros, il est pas invulnérable. La preuve. Par contre, en Ethan Hunt, dans le dernier, c'est Fallout, où là, il se bat contre le méchant incarné par Henry Cavill dans un hélicoptère qui se casse la gueule d'une falaise. Ça tourne. Putain, il a rien, il a que dalle. Quoi. Toi, t'es cassé en deux. J'ai raté aucun épisode de James Bond. Autant Mission Impossible, j'arrive à vivre sans les avoir vus. Quoi. Jérôme ? Moi, je connaissais la série, mais que j'ai pas vu, parce que j'ai pas que ça à faire. Et le film, j'ai vu le premier, puis Tom Cruise, je dois avouer que Tom Cruise, j'ai jamais trop accroché, donc j'ai vite laissé tomber les suivants. On peut pas résister à son sourire. De Tom Cruise ? On peut pas résister à son sourire. Donc voilà, ouais. Donc moi, Mission Impossible, je les ai pas vus. Un peu comme James Bond, j'ai pas vu non plus, tous. J'en ai vu plus.
Il y a une série d'actions que tu suis plus particulièrement, du coup? Bonne question, de l'amiral. Non, pas... non. Ou de super-héros? Si, j'ai vu les 3 premiers John Wick, je les ai vus. Faut que j'aille voir le 4e. Après, non, les autres, non, c'est pas... Non, pas comme ça, là. Comme ça me vient pas l'idée de... C'est pareil, excuse-moi, je rebondis sur le John Wick. J'ai vu que le premier, parce que les 3 premiers étaient disponibles sur une plateforme bien connue. J'en ai profité pour regarder. J'ai regardé le premier. Ouais, ok. Mais c'est le problème avec ces films-là. Bien sûr, je suis client. C'est que tu sais dès le départ que... Oui, que le personnage principal, ouais. Voilà. Après, là aussi, c'est un peu vrai pour beaucoup de films, parce que si tu regardes, j'ai pas cité les Die Hard, si tu regardes John McClane, il morfle beaucoup, mais tu sais qu'il va pas mourir. C'est le contrat de ces films-là, c'est de dire, tu vas dans la salle, tu sais que le personnage s'en sort à la fin, à de rares exceptions près. Ouais, mais les Die Hard, c'est pareil, j'aurais pas raté un Die Hard. Après, voir la bande-annonce de John Wick, ça m'a vraiment pas donné envie, quoi. Enfin, autant j'aime Keanu Reeves, mais je trouve que c'est poussé à l'extrême. Voilà, j'ai un père qui allait au cinéma pour compter les morts dans les westerns avec ses copains. J'ai même pas eu envie de reproduire ça en allant voir John Wick, parce que je savais qu'il y en aurait trop et que j'aurais pas le compte exact. Et c'est marrant que tu parles de western, parce que, comme tu disais tout à l'heure, l'archétype super-héroïque a toujours existé depuis que le cinéma existe quasiment. Et les cow-boys étaient déjà des super-héros qui pouvaient faire un peu tout et n'importe quoi. Ils morflaient pas beaucoup, en tout cas à l'époque des western spaghetti avec du Clint Eastwood, avec tu vois. Il faut différencier le western du western spaghetti. C'est pas du tout. C'est pas la même approche. Non, c'est pas du tout la même approche. Enfin, il faudrait qu'on fasse une émission sur les westerns. On en fera une, c'est promis. C'est sans moi. Tu ramèneras ta tenue de cow-boy, GG. Je pense que le western et les cow-boys, les films de cow-boys et d'indiens, ça c'est peut-être fondamentalement les premiers films de super-héros. Je suis pas entièrement convaincu. Okay. Le péplum peut-être plus. Oui, si on veut diverger dans les films de genre. Par l'effet mythologique, en fait. Ah, parce qu'il y a une dimension un peu plus magique, mais non, Mais du coup, c'est-à-dire que tu ferais une catégorie film d'action que j'appelle super-héroïque, mais enfin, en tout cas avec des héros intouchables, incroyables, etc., dans lequel on met Mission Impossible, Fast and Furious, etc., et une catégorie western classique, où on est plus, quoi, comme du Indiana Jones, sur de l'aventure presque épique. Mais, le western, ça peut être juste un prétexte à traiter plein de sujets. C'est une époque, c'est pas juste le méchant qui veut virer les faibles de la prairie pour avoir le maximum d'herbe pour ses vaches. Je pense que c'est plutôt le western, c'est plus un contexte et une époque pour traiter plein de sujets. Ça a parlé du viol des femmes, ça a parlé d'enlèvement, ça a parlé d'esclavage, de guerre, de différence entre les Indiens les autochtones et les envahisseurs. De lutte des classes aussi, pardon. De lutte des classes. Voilà, je pense que c'est plus un contexte, un environnement pour traiter de sujets. Après, les films comme ceux dont on parle maintenant, John Wick, Fast and Furious, Mission Impossible, pour moi, ça reste des films où on déconnecte pendant 2h30. Il y a quand même une énorme évolution entre les premiers Mission Impossible et les derniers, les premiers Fast and Furious et les derniers. Par exemple, le premier Fast and Furious, on est tous d'accord, c'est un remake de Point Break, avec des bagnoles à la place des surfeurs. C'est une histoire relativement... c'est-à-dire que, pour le coup, tu sais pas qui va s'en sortir, tu devines, parce que voilà, c'est un film américain, mais tu sais pas qui va s'en sortir. Et surtout, c'est une histoire encapsulée dans un petit territoire, il braque des banques pour avoir de la thune, etc. Le dernier Fast and Furious, c'est Avenger. C'est-à-dire que... non mais c'est ça, dans l'avant-dernier, ils vont dans l'espace, dans le dernier, il y a une boule énorme qui est en fait une bombe qui détruit la moitié de Rome. C'est hallucinant, et surtout, on a perdu tout sens de crédibilité, les lois de la physique n'existent plus, enfin voilà. Et les Missions Impossibles, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le tout premier Mission Impossible, le truc le plus ébouriffant, c'est la cascade sur le train où il poursuit en TGV, voilà. Et l'hélicoptère dans le tunnel, ouais. Ouais, mais c'est la même séquence. Avec Jean Reno. Et en fait, maintenant, quand il te... Jean Reno, il retient sa respiration dans le tunnel. Dans le tunnel ? Ouais, c'est un petit gimmick à... Ouais, c'est parce que Jean Reno, dans tous les films, il est obligé de retenir sa respiration. Depuis Le Grand Bleu, c'est dans son contrat. Maintenant, chaque fois
qui te vendent la Mission Impossible au niveau de la bande-annonce, c'est toujours regarder la dernière cascade incroyable de Tom Cruise. Tu vois, et à chaque fois, c'est ça. Enfin, c'est plus que la bande-annonce, c'est qu'il y a des reportages dans les journaux télévisés pour vous annoncer le prochain Mission Impossible et la cascade que Tom Cruise a réalisée. On ne peut pas lui enlever. Il brisait la cheville, et il a continué. Enfin, le super-héros, on le sort de l'écran et on l'amène dans la vie réelle, quoi. C'est la particularité de Mission Impossible par rapport à tous les autres, c'est qu'ils te vendent, c'est pas juste un film, en plus l'acteur est un fou furieux. Bon, c'est pas le seul. Hein. Jackie Chan, tu prends Jackie Chan, il a fait toutes ses cascades. Tu regardes ses best-of, il s'est cassé le nombre de côtes incalculable, ses jambes laissent tomber, on n'en parle pas. Enfin voilà, c'est pas le seul à faire tout seul ses cascades. C'est peut-être le seul dans le cinéma occidental. On avait Belmondo, je suis désolé. Hein. D'ailleurs, ça allait être ma question suivante. Est-ce qu'on a un équivalent dans le cinéma européen? Les frères Dardenne. Parce qu'il y a effectivement eu Belmondo, Ventura... Si, il n'y a pas un Français qui fait ses cascades tout seul, hein. Un acteur récent, que je connais pas le nom, un chauve... Gaston Bide. Peut-être, ouais, je sais. Oui, il vient de sortir son dernier film sur Prime. Et il y a aussi il y a le mec qui jouait dans Kaamelott, qui a fait une balle perdue sur Netflix. Je vais vous trouver son nom. Je vous laisse parler pendant ce temps-là. Les acteurs français d'action, il y en a plus beaucoup. Avant, on avait la confrontation tous les ans ou tous les 2 ans, et sur deux Belmondo, deux longs Belmondo. Il y avait leurs films d'action, policiers. Bon, ça s'est amusé dans les années 80. Il y a personne, à mes yeux, en France, qui a pris la relève. On aurait pu, à l'époque, parier peut-être sur un Vincent Cassel. Le nom que je cherchais tout à l'heure, c'est Alban Lenoir, qui a joué dans Balle perdue sur Netflix. On aurait pu parier sur un Vincent Cassel pour reprendre un peu ce style de rôle-là, mais il l'a pas fait. Pourtant, juste à trop, j'aurais pu. Hein. Il aurait pu, mais bon, il y en a qui auraient parié sur Dujardin, mais Dujardin, je pense pas, c'est ce qu'il veut faire. Il veut varier les styles de films, comme Vincent Cassel. Il veut pas mettre dans un créneau, ils veulent avoir le choix, et ils ont raison. Ils ont largement raison. Donc non, on n'en a plus actuellement. Enfin, le film de genre en France, c'est quand même compliqué. Oui. Ça revient doucement, mais sur les plateformes, avec justement Alban Lenoir dans Balle perdue, avec Gaston Bide qui vient de sortir, c'est Colombie, je crois, le titre. Sur Prime. Qui sont des acteurs jeunes et qui veulent faire du film d'action à l'américaine, à l'ancienne. Et il y a aussi cette volonté toute récente de la production de films en France post-Covid, qui est de dire pour faire revenir les gens dans les salles, il faut faire des très gros films pâtés. Et donc les très gros films, c'est souvent des films où il y a de l'action. Il y a eu Astérix, mais il y a eu aussi Les Trois Mousquetaires, qui pour le coup, ça n'a rien à voir avec Mission Impossible, mais c'est un film où il y a beaucoup d'action. Qui ramène du monde dans les salles. C'est du film d'action avec la patte française. Oui, bien sûr. Il faut quand même qu'il y ait quand même toujours notre intellectuel, intello. On trouve des jeunes acteurs charismatiques comme Romain Duris, comme il y a Cassel, il y a Vincent Cassel aussi, Pio Marmaille et D'Artagnan qui est François Civil. Vas-y Xavier. Non, je demandais qu'est-ce qu'on a eu comme film de genre français. De genre, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu La Tour qui est un film qui se passe dans une tour, qui est un film d'action à la. Il y a un film super connu asiatique qui se passe dans une tour où ils se bastonnent du rez-de-chaussée au dernier étage ou inversement. La Tour, c'est un peu la même chose mais avec des zombies. Et de films d'action de genre, il y a eu Taxi. Il y a eu les Taxis. Besson qui faisait des films de genre. Il y a Besson qui a fait du cinéma de genre. Excusez-moi, je fais un aparté. Il y a un super documentaire qui a été présenté à Cannes sur la famille Berry, d'autres producteurs de tout ce qu'ils ont produit en France, dont Apocalypse Now. Je vous conseille de le revoir sur France TV Replay. Bref, c'était un aparté. Et merci. Il y a eu Need Gap, mais qui est un remake de Assaut de Carpenter. Et plus récemment, il y a eu Athéna sur Netflix, qui est le fils de Costa Gavras. Ouais, par Romain Gavras, qui est un film de banlieue entre guillemets, mais il y a énormément d'action et qui est tourné comme un plan séquence. C'est pas un vrai plan séquence du début jusqu'à la fin, mais qui est tourné comme un plan séquence. Cédric Jiménez qui a fait qui a fait Bac Nord. Bac Nord, Novembre, et avant qui avait fait La French, qui se met dans une tradition de film policier français, etc. La French qui raconte une histoire vraie qui était très bien. Bon, Bac Nord qui est bien aussi. Novembre, moi j'ai adoré. Franchement, ouais, dans ce sillon-là, des films français, policiers, un peu d'action, intrigue, ouais, il revient dessus. Ouais. On peut mettre d'ailleurs les films d'Olivier Marchal aussi, du coup. Ils sont des films policiers français. Les Rivières Pourpres, c'est plutôt du film de genre aussi. Les Rivières Pourpres. Et d'ailleurs, il y a eu on a quand même eu un Alien. Oui. Qui est quasiment un film français. Hein, oui, oui. Ah oui, Jean-Pierre Jeunet, oui, bien sûr. Qui est pas mal, au moins avant la dernière demi-heure. Il y a eu un film de SF français aussi, il y a pas longtemps. Le Dernier Voyage, un truc comme ça.
qui a pas bien marché au cinéma, mais qui est sorti ensuite en VOD. Et on va avoir bientôt un nouveau Largo Winch, avec toujours le même acteur. Qui est Largo Winch, qui est le... Thomas Sisley, ouais. Largo Winch, qui est notre James Bond. C'est le monde. Largo Winch, c'est le monde de la finance. C'est le monde de la finance, mais ça se veut. Le mec voyage partout. Il y a des... En France, on a comme espion, on a OSS 117 et Bob Moran, c'est pas un espion, mais. San Antonio. Il y a eu un film avec Depardieu et Gérard Lanvin qui a pas marché, mais San Antonio, c'est énorme. Ouais. Qui sont, si on voulait parler de patrimoine, qui sont notre patrimoine d'action. Et donc, si on parle des autres franchises américaines, donc il y a les Fast and Furious, on a dit les John Wick, les Jason Bourne, vous en avez vu? Oui, moi j'ai vu le premier. J'avais l'impression de voir la 13, la bande dessinée. Oui. Ouais, c'est la même histoire, je suis même surpris qu'ils aient pas été attaqués parce qu'il me semble pas qu'il y ait qui disent de s'inspirer de 13, mais le premier, c'est la même histoire. Et à partir du 2, ça part en James Bond. J'ai vu la trilogie avec Matt Damon, parce qu'il y en a eu un autre après avec Jeremy Renner. Jeremy Renner, ouais. Mais bon, c'est bien, c'est divertissant. Ouais, le premier était sympa. Ouais, mais après, il y a tellement de références et ça, c'est pas évident après non plus pour un auteur de créer de l'originalité dans ces films-là. Il y a tellement de choses qui ont été faites. Et sans en dire trop, je pense que le dernier James Bond, ils ont frappé un grand coup. Oui, c'est d'ailleurs, je pense, ne pas me tromper, la première fois qu'ils font ça. Oui, j'ai pas souvenir. Il est sorti quand? Alors, il a été repoussé plein de fois à cause du Covid. C'est juste pour savoir si on peut le spoiler. On peut le spoiler. On va le spoiler. Tout le monde l'a vu? Non, j'ai pas vu, mais tu peux me spoiler, mais y a pas de souci. On peut t'attendre. Je ne l'ai pas vu et j'ai honte. Je vais me flageller, je reviens. Je peux te flageller? Oui. Non, je vais le faire moi-même, s'il te plaît. Merci. Pourquoi tu veux pas que Jérôme te flagelle? Non, mais c'est parce que... Non, mais il cause pas depuis le début, et puis là, il faut me flageller, là, il se met à causer. Là, ça m'intéresse. Bon, alors spoiler alert, on va spoiler le dernier James Bond. Donc vous avez 5 secondes pour arrêter d'écouter. Donc voilà, spoil. Donc oui, il le tue. Oui, James Bond meurt. Il le tue de mort définitive. Oui, non, là t'es sûr qu'il est mort, oui. Bon. Et du coup, non seulement ça met une fin officielle et définitive à l'arc Daniel Craig, mais en plus, ça leur permet soit de rebooter totalement la série, partant du début peut-être avec quelqu'un d'autre, soit de dire, comme s'ils avaient commencé à faire avec les 2 derniers épisodes, de dire le numéro, c'est un numéro, mais c'est pas forcément quelqu'un, tu vois. Ce qu'on apprend dans les jeux de rôle, n'est-ce pas, Pascal? Dans les jeux de rôle, on apprenait le matricule, c'est pas définitif. Il n'y a pas des allusions à d'autres 007? Le dernier commence avec une nana qui est le 007 actuel, puisque Daniel Craig est à la retraite dans le dernier James Bond, et il revient, mais il reprend jamais son 007 du film. C'est qu'en fait, techniquement, dans le dernier film, il n'est pas 007. Il est James Bond, son nom, mais il n'est pas 007, puisque c'est la nana, il est 007 pendant tout le film. Et c'est intéressant parce qu'en fait, cette idée de dire le héros est mortel, même si par définition tout c'est pas dit au début du film, mais pour le coup tu t'y attends pas, puisque tu dis il va s'en sortir, c'est James Bond qui meurt, ça n'existe pas. Et donc du coup, quand tu le vois mourir et que tu comprends, vu la scène, puisque je rappelle en spoil total, il est sur un fort, il y a une explosion, vu la taille de l'explosion, je veux bien qu'on soit dans un James Bond, mais là il ne peut pas s'en sortir. Et comme on sait que Daniel Craig arrête, voilà. C'est intéressant parce que ça rajoute un côté émotionnel. On doit rebasculer dans l'inconnu. C'est ça. C'est ce qui manque un peu dans toutes ces franchises. Dans toutes ces franchises. C'est de pas savoir, c'est d'être sûr que ce qu'on va regarder, ça ressemble à ce qu'il y avait avant, quoi. Est-ce que Mission Impossible va prendre le même chemin? Mais non, Tom Cruise, il ne meurt jamais. C'est impossible. Tom Cruise, il va toujours gagner. Oui, c'est vrai. Dans les films d'action, il doit y avoir des films où il meurt, mais c'est des films dramatiques. Genre pas souvenir. Dans La Samouraï, il meurt pas à la fin? Dans Cocktail, à un moment, il s'assomme avec une bouteille. Shaker. Shaker. Dans le 4 juillet, fil en fauteuil roulant. Dans Entretien avec un vampire, il est pas mort, mais il a une vraie très très sale gueule. Si, il meurt. Il meurt dans Michael Mann. C'est un Collatéral. Collatéral. Il meurt dans Collatéral. Oui, c'est vrai. Bon, c'est le méchant du film, mais il meurt dans Collatéral. C'est le film où il joue un tueur à gages. Ouais, avec Jamie Foxx. Avec Jamie Foxx, il est pris en taxi par Jamie Foxx. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, il meurt. Il meurt 15 fois dans le film. Il meurt beaucoup dans Edge of Tomorrow. En fait, avec Edge of Tomorrow, il rattrape tous les films où il est pas mort. Il a son quota de mort, c'est bon. C'est comme si on mettait toutes les morts de Sean Bean dans le même film. Oui. C'est le héros immortel par excellence, Tom Cruise. Peut-être encore plus que les autres. Il devrait faire Highlander. Le remake d'Highlander. Et Tom Cruise, ça serait tellement crédible. Ouais, mais vu sa taille, la lame, elle passerait toujours au-dessus. C'est pour ça. Est-ce qu'il aurait été crédible en Tony Stark? Il y a beaucoup qui se sont posé la question sur Tom Cruise en Tony Stark. Il avait la tronche, il lui ressemblait. Il y avait même une rumeur d'un caméo de lui dans Multiverse of Madness en Iron Man. Tom Cruise, Tony Stark? Ouais. Oh si, il y a la tronche du
tu Il y a la tronche, tu lui mets la petite barbe, etc. Même sans, hein. Même sa tronche de débile, pourquoi pas. Ouais. Et bah, je crois qu'on a fait le tour, ça, sauf si vous avez autre chose à dire là-dessus. Tom Cruise est immortel, ça va, Voilà. ça me va bien. Ça te va bien? On peut finir là-dessus pour moi. T'es tranquille jusqu'à la fin de tes jours. C'est ça. Voilà, J'ai l'impression que ce touloulou est une bonne transition pour passer à notre deuxième sujet, et deuxième et dernier sujet pour cet épisode. Ce sujet m'est venu de la lecture d'un numéro hors série de l'excellente revue Epsilon, une revue qui, pour la petite histoire, a été créée par des anciens de Science et Vie, et qui est une très bonne revue de vulgarisation de la science. Et donc, ils ont fait un numéro hors série consacré aux super-héros. Et dedans, ils listent les super-pouvoirs réellement présents dans la nature, et qui ont certainement influencé la création de quelques-uns de nos super-héros préférés. Par exemple, il existe au Cameroun une grenouille qui possède des griffes cachées sous la peau comme Wolverine. Des petits os pointus qu'elle peut faire sortir par contraction musculaire. En Amérique du Sud, il existe un lézard qui peut courir tellement vite sur ses pattes qu'il peut marcher, entre guillemets, sur l'eau. Oh, ça fait longtemps qu'il est connu celui-là. Comme Flash. En Namibie, il existe une plante qui serait capable de vivre plus de 10 000 ans. Enfin, il existe même une crevette qui est capable, en faisant claquer la pince énorme dont elle est pourvue, de déclencher un énorme courant marin de près de 100 km/h, assorti d'un choc capable d'assommer ses prédateurs et d'un son de plus de 220 décibels lié à une température de 4500 degrés Celsius. Bref, une explosion digne du fameux smash de Hulk. Et c'est une crevette. Je vous renvoie donc à cet excellent hors-série de Epsilon que vous trouverez sur leur site internet s'il n'est plus en librairie au moment où vous écoutez de ce podcast. Mais le fait est que les super-pouvoirs, en tout cas, existent dans la nature, tout autour de nous. Et du coup, la question que j'avais envie de vous poser, c'est ok, mais alors comment ça se passerait si l'être humain était réellement doté de pouvoirs extraordinaires? Comment on s'en servirait? Comment réagirait le monde? Les autorités, les gouvernements, la science, la religion? Qu'en pensez-vous? Je vais commencer par Jérôme cette fois-ci. Ça serait le bordel, monseigneur. Si, parce que après... Il y a le même problème avec les armes, c'est exactement le même problème. Tout le monde peut avoir des armes, sauf qu'il y a des gentils qui utilisent à bon escient et les méchants qui font ce qu'ils veulent avec. Et ça serait pas avec des super pouvoirs. Il suffit de prendre le manga My Hero Academia. Tout le monde a des super pouvoirs là-bas. Ils vont à l'école, ils apprennent à s'en servir, tout nana. Et puis après, forcément, ils évoluent, chacun de son côté évolue comme il veut. Et c'est le bordel. La ville, elle explose je sais pas combien de fois. Donc selon toi, ça serait automatiquement utilisé à la fois par certaines personnes bien sûr, pour faire le bien et par certaines personnes sûr. pour faire le mal. On n'arrivait pas à réguler, quoi. Non, ça ne va rien changer à la moralité des gens. C'est peut-être même être pire. Pierre? On peut peut-être juste espérer, je suis d'accord avec GG, qu'il y aurait plus de bonnes personnes à utiliser leur pouvoir que de mauvaises. Et que le nombre total de bonnes personnes qui seraient prêtes à les utiliser supplanterait le nombre de mauvaises. Imaginons qu'il y ait des super pouvoirs et imaginons des événements que nous avons vécus avec des événements récents. Je vais dire par exemple ce qu'on a connu en France il y a quelques années, les attentats par exemple. Le mec qui va dans une salle, il déclenche une onde de choc comme une explosion, il y a juste à rentrer, tu peux pas le suspecter, quoi. Enfin, voilà, et les gens se retrouvent c'est un peu comme on a eu il y a quelques années. Là, je reviens sur la fiction et sur la série télé, dans la série Heroes, voilà, qu'on avait dans les comics, je vais pas vous apprendre à vous même si j'ai jamais lu complètement, les X-Men, les gentils et les méchants, ceux qui ont des pouvoirs et qui de temps en temps, même parfois les méchants l'utilisent du bon côté, mais finalement reviennent du mauvais côté. Ce serait très 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 difficile à gérer. Il y aurait des trucs très sympa pour l'être humain, ça c'est clair. Je pense à la régénérescence de la peau, de l'organisme, etc. L'immortalité, qu'un tableau couper un dos, il se repousse tout ça comme un lézard. Voilà. Mais ce serait trop le bordel. Même si ça avait, allez, on va partir dans un délire complètement utopique. On se rend compte que dans le monde, il y a des personnes qui ont des super pouvoirs. Je serais prêt à parier que elles sont enfermées quelque part. On saura jamais. Je sais pas si je suis complotiste, mais tu vois, les gens sont. Ouais, non, je suis pas pour que. Je pense que ça aggraverait les choses. Et quand tu dis, je pense qu'il y aurait plus de gens qui l'utiliseraient à bon escient qu'à mauvais escient, je suis pas entièrement convaincu en fait. Quand tu donnes un nouveau jouet à un gamin. Je pense qu'il est tout foufou et il va l'essayer de toutes les manières possibles avant de s'en lasser, donc et l'essayer de toutes les manières possibles, c'est-à-dire aussi bien les bonnes que les mauvaises. Donc Et qui plus est, est-ce que ça ne remettrait pas aussi philosophiquement en cause, est-ce que ça ne causerait pas des problèmes aux différentes religions? Parce que le principe des religions établit les trois grands monothéismes, chrétiens, juifs et musulmans, est-ce que ça les perturberait pas dans le sens où si on
on dit Dieu, quel qu'il soit, aurait créé l'homme à son image, ou en tout cas aurait créé des êtres humains tels que nous sommes aujourd'hui, l'arrivée d'un être humain supérieur et plus de pouvoir pourrait soit être vu par les gens comme un dieu directement, le fameux Superman de Man of Steel, voilà, ou comme le diable, ou alors juste invaliderait l'existence même de Dieu en disant regardez, ça nous dépasse, quoi. Dieu a évolué comme un Pokémon. Il a gagné les pouvoirs. En tout cas, je suis sûr que ça arrangerait pas les choses, quoi. Ils ont déjà des super pouvoirs. T'as l'autre qui marche sur l'eau, qui guérit tout le monde en le touchant, t'as l'autre qui écarte la mer en deux. Après, je sais plus, mais c'est des super pouvoirs, ça, déjà. C'est le même, hein. C'est le même pour les trois, en fait. Oui, c'est le même. Donc, oui, non, mais moi, ça fait très longtemps que... donc, en fait, les religions sont basées sur du super pouvoir. Oui, enfin, toutes les mythologies grecques, romaines, Imaginons que... parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a, on vit dans un monde où il y a plein de super-héros qui ont des super-pouvoirs. Et la deuxième possibilité, c'est on vit dans un monde où, d'un seul coup, quelqu'un a un super-pouvoir. Lui, il est mal barré. Oui. On est d'accord. Selon son super-pouvoir, il est mal barré. Parce que si ça se sait, soit il est, comme tu disais tout à l'heure, Pierre, il disparaît complètement. C'est où il est. On n'en a même pas de la connaissance. Voilà, un gouvernement quelconque... Découpé en morceaux. La kidnappé, soit découpé en morceaux, soit utilisé à des fins un peu troubles, ou soit on est sur un modèle plus Superman que Spider-Man selon son pouvoir, c'est-à-dire ça devient le protecteur de l'humanité. C'est-à-dire c'est le mec qui d'un seul coup il arrête toutes les guerres, il arrête machin. Mais là, enfin, la problématique c'était plus tout le monde a un super pouvoir. Ouais, c'était plus ça. C'était plus de dire et pas des super pouvoirs tout pourris à la Heroes, hein, pas je balance du shampoing qui pique pas. Mais moi j'ai un super pouvoir en ce moment. J'ai la faculté de me transformer en flaque d'eau. C'est pas mal. Donc non pas qu'on soit pessimiste, mais on est quand même à peu près tous d'accord pour dire que ça se passerait pas forcément bien. Non. Il y aurait des abus, de toute façon, comme avec lui, il y aura des abus. L'être humain, c'est un gamin, donc... Et il est complexe. On peut même dire qu'on sait déjà comment ça se passerait parce qu'on a déjà en fait des êtres humains avec des super pouvoirs, c'est juste que c'est pas des pouvoirs extraordinaires, mais c'est... ceux qui ont de l'argent ? Le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la politique qui permet de diriger, etc. Et qui, en général, en use et en abuse. On aura fait court sur ce sujet, mais on est à peu près tous d'accord pour dire, voilà, ça se passerait pas très bien. On va terminer cet épisode, comme toujours. Ouais, je voulais juste savoir si vous deviez avoir un super pouvoir. Vous voudriez avoir lequel ? Jérôme, si tu devais avoir un super pouvoir, ce serait lequel ? On a le droit d'en choisir qu'un seul, on est d'accord ? Pouvoir auto-guérisseur, comme ça je tousserai plus. J'ai pas compris. Un pouvoir auto-guérisseur. Un pouvoir auto-guérisseur. Comme ça je tousserai plus. C'est pratique. Pierre ? Je passe ton tour. T'as déjà ta réponse ? Moi, je sais pas. Je pense que voler, ça doit être pas mal. Ouais, voler, ouais. Ça, c'est le côté Superman gamin. Tu vas voir un mec qui vole. Et c'est aussi quand même le rêve de l'humanité depuis qu'on voit des oiseaux voler. C'est-à-dire depuis la nuit des temps, puisque on a quand même utilisé un sacré paquet d'argent et d'énergie pour faire voler des trucs depuis Léonard de Vinci. Je pense que c'est l'étape ultime de Captain Obama et Captain du Cercle des Poètes Disparus. Oui. Monter sur la table pour voir un angle totalement différent. Mais là, prendre vraiment de la hauteur et regarder les choses un peu plus dans leur globalité. Et de se rendre compte qu'il y a vraiment une vraie courbure. Ah bon, c'est pas plat ? Non, la Terre est pas plate, non. Je suis désolé de te l'apprendre. Donc voler pour toi, Xavier. Voler pour toi aussi, Pierre, du coup ? Oui, voler, ouais. J'aurais une sensation de légèreté qui m'a pas gagné depuis longtemps. Pour moi, alors j'aurais bien dit voler aussi, mais du coup, c'est pas très original. J'aime bien En fait, je fais partie de ces gens qui trouvent que les journées sont trop courtes, donc j'aime bien la super vitesse. J'aime bien le côté, je fais rentrer plus de choses en le même laps de temps. J'aime bien chez Flash, par exemple, c'est que à un moment donné, il est en train de parler à quelqu'un et en même temps, il est capable de ranger un appart tout en continuant sa conversation. C'est pratique. C'est pratique quand on... Un super pouvoir doit être pratique. Pas forcément, mais là, celui-là, je trouve particulièrement pratique. Mais je pense que c'est aussi l'effet de, je commence à vieillir et je me dis, oula, le mur se rapproche. Je vais peut-être pas avoir le temps de faire tout ce que je voulais faire. Donc j'avoue que si je pouvais le faire 10 fois plus vite ou 100 fois plus vite. Mais non, un super pouvoir n'a pas forcément besoin d'être pratique pour la personne qui le possède. En tout cas, pas forcément pratique pour lui-même. Ça peut être pratique pour les autres. Est-ce que quelqu'un a une recommandation culturelle pour clore cet épisode, Pierre? Oui. Alors, actuellement, a commencé depuis début juin et a lieu jusqu'au 30 décembre, à Lyon, au musée du cinéma, une exposition sur Drew Struzan. Qui est Drew Struzan? Vous le connaissez, c'est un illustrateur d'affiches. Si je vous dis Retour à le futur, Indiana Jones et la dernière croisade, les premiers Harry Potter, etc., et même les Police Academy, ce sont des dessins de Drew Struzan. Donc, on a la chance d'avoir en France une exposition sur cet artiste. C'est pas à Paris pour une fois, c'est en province, c'est à Lyon. De Lille, c'est à 3 heures TGV.
TGV, vous prenez vos billets à l'avance, vous allez voir l'exposition, vous allez manger dans un petit bouchon lyonnais à vous faire damner. Faites-vous plaisir, allez voir Drouz-Trouzane, retapez sur Google son nom, vous allez voir tout ce qu'il a fait. Et c'est vraiment splendide. Et moi, je pense que je vais y aller. Je pense que je serai pas seul à être tenté d'y aller, n'est-ce pas, monsieur Pascal? Complètement, c'est que Drouz-Trouzane, c'est que du bonheur. C'est toutes les affiches de cinéma de notre enfance, de notre jeunesse, jusqu'à même il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Même encore maintenant. C'est les affiches de notre vie. C'est pas de notre enfance, c'est de notre vie. Il a un talent phénoménal. Donc oui, c'est effectivement une exposition à aller voir. Merci beaucoup pour cette excellente recommandation culture, parce que quand même, à l'instant truc, on est méga cultivé. Pas du tout. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Au revoir à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir les gens. Avant de se quitter, je voudrais remercier Micheline qui a entièrement traduit ce podcast en langage des signes.